Bonjour, bienvenue à tous pour cette conférence aujourd'hui sur Ève Curie qui vous est donnée par Claudine Monteil. Merci. À l'occasion de la parution de son livre chez Odile Jacob, Ève Curie, l'autre fille de Pierre et Marie Curie. Et donc Claudine Monteil, ancienne diplomate, femme de lettres, historienne, et l'auteur de plusieurs essais sur Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, et également d'une biographie sur Charlie Chaplin. Merci à elle et bonne conférence. Vous le savez, Ève Curie appartient à une famille de 5 prix Nobel. Elle est la fille cadette de Pierre et Marie Curie. Elle n'a pas choisi la voie scientifique et pourtant, elle a été l'une des Françaises les plus importantes et les plus admirées de son temps. Elle naît le 6 décembre 1904, alors que Pierre et Marie Curie ont eu avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique l'année précédente pour la radioactivité. Ils ont déjà une fille, Irène, qui est âgée de 7 ans, et donc la différence d'âge est importante et elle va compter dans le développement d'Ève Curie. Elle est élevée dans une ambiance affectueuse, comme en témoignent les carnets de Marie Curie sur sa fille. Mais très vite, un drame se produit. C'est, comme vous le savez, le décès accidentel de Pierre Curie. Et Ève est alors âgée seulement d'1 an et demi, ce qui va créer une inégalité de fait entre sa sœur aînée, Irène, et Ève Curie. Irène a des souvenirs de son père, puisqu'elle a 7 ans de plus, elle a des souvenirs. Pour Ève, ce sera beaucoup plus difficile. Et par ailleurs, Marie Curie, qui sera plongée dans le chagrin que vous pouvez imaginer, Marie Curie a beaucoup de mal à parler de son défunt mari. C'est très douloureux pour elle. Et donc, Ève n'entendra pas beaucoup de conversations sur son père par sa mère à la maison. C'est donc quelque chose d'un peu lourd dans l'éducation. Ève grandit donc à l'ombre de la science, avec à ses côtés une mère et une sœur qui ont très vite une complicité scientifique à laquelle elle ne peut prétendre, puisque certes, elle est bonne élève, mais elle n'est pas attirée par les sciences comme l'est Irène dès son jeune âge. Ève, de son côté, aime la musique et le piano. Elle y travaille beaucoup, mais tout de même, Marie Curie a une exigence. La priorité est de passer son baccalauréat et de s'assurer également d'avoir une autonomie de femme, c'est-à-dire qu'elle puisse à la fois avoir une vie affective et l'indépendance économique nécessaire à l'épanouissement et à l'indépendance tout simplement pour toute femme. La Grande Guerre sera une étape marquante, d'abord pour Marie Curie et pour sa fille aînée Irène, puisqu'elles se rendent, vous le savez, Irène est âgée de 17 ans, c'est donc une jeune fille, elles se rendent sur les champs de bataille avec ces voitures à rayons X que l'on connaît et qui permettent de localiser plus précisément les lésions dans les corps et de mieux soigner les blessés, voire de sauver des vies humaines. De son côté, Ève vit la Grande Guerre comme une enfant. Elle a 10 ans en 1914, elle en aura donc 14 à la fin de la guerre en 1918. Pour autant, Ève Curie n'oubliera pas l'exemple de sa mère et de sa sœur. Durant toutes ces années où Ève grandit entre le piano, la musique, la vie à l'Arc-Ouest aussi en Bretagne, les vacances en Bretagne, et en même temps cette mère et cette sœur qui parlent science, eh bien, durant toutes ces années, il y a aussi 2 autres pôles. Il y a bien sûr les vacances auprès de la famille polonaise et l'attachement à la Pologne, qui est un attachement affectif que n'oubliera jamais Ève Curie à travers sa vie. Et puis, il y a aussi le fait que Ève ne mesure pas le degré de réputation et de célébrité de Marie Curie. Les promenades et échanges avec de nombreux scientifiques, dont Albert Einstein, qui restera un ami fidèle de la famille, lui semblent naturels. Mais en 1921,
la vie va bousculer vers une belle ouverture, vers un changement de regard sur le monde. Marie Curie a besoin d'1 gramme de radium pour poursuivre ses recherches. Elle ne dispose pas des crédits suffisants. C'est alors qu'elle reçoit une demande d'une journaliste américaine, Messie Meloney, qui est une femme rédactrice en chef d'un journal, d'un magazine féminin américain, qui a un tempérament et un dynamisme réputés. Et d'abord, Marie Curie ne veut pas la recevoir, elle ne veut pas perdre de temps pour sa recherche. Et puis, Messie Meloney sait lui écrire un message, c'est l'amadouer, et elle finit par la recevoir. Et là, elle lui confie qu'elle a besoin de 100 000 $, nous parlons de 1921, 100 000 $ pour 1 gramme de radium. La journaliste américaine décide alors de lancer une souscription à travers tous les États-Unis. D'abord auprès de certaines femmes richissimes américaines, elle a bon espoir de recevoir les crédits. Ça ne marchera pas. Donc, elle lance une souscription nationale grâce à son magazine qui reçoit un écho très chaleureux, très favorable, et donc elle réussit à récupérer les 100 000 $ pour le gramme de radium. Seulement, il y a une condition. Le président des États-Unis remettra ce gramme de radium, mais surtout la condition, c'est que Marie Curie se rende aux États-Unis pour le recevoir. Très bien, dit-elle. Dans ces conditions, je souhaite que mes filles m'accompagnent. Eh bien, elles prennent donc le bateau et elles arrivent, en mai 1921, elles arrivent à New York sur le paquebot et là, brusquement, Ève a un choc, car il y a foule pour les attendre sur le quai de New York. C'est un voyage en réalité triomphal. Messie Meloney a fait toute une campagne pour montrer, pour expliquer qui était Marie Curie, cette femme qui sauvait des vies humaines. Et quel changement pour Ève, avec la discrétion qu'elle connaît sur sa mère, sur sa sœur à Paris. Les réceptions, les discours, les foules se succèdent, épuisantes. Parfois, Marie Curie se fatigue. Mais dans ce périple américain, Irène remplace sa mère et effectue des conférences scientifiques. Et Ève représente Marie Curie dans certaines réceptions et effectue un travail de relations publiques à 16 ans. Enfin, pour la première fois, elle est admirée pour sa beauté, pour son charme. C'est une jeune fille. Et là, elle a un coup de cœur pour ce pays qui s'appelle les États-Unis. Lorsqu'elles reviennent toutes les trois à Paris, la vie d'Ève Curie est changée. L'Amérique est entrée et ne la quittera pas. Après des études secondaires au Collège Sévigné, couronnée par le baccalauréat, Ève se lance dans des études poussées de piano. Fin 1925 marque une année charnière. Ève Curie atteint l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de la majorité. Elle a 21 ans. Elle effectue ses premiers concerts de pianiste. Elle est belle, élégante. Elle sera bientôt habillée par les grands couturiers. Elle donne même quelques interviews. Ces récitals donnent lieu à des articles favorables, aimables, qui lui reconnaissent du talent. D'autres récitals suivront. Mais au bout de quelques années, Ève mesure que dans une famille où l'excellence est la seule exigence, elle a peut-être entrepris un peu tard ce travail inlassable que représente celui de pianiste virtuose. Elle va vivre alors une époque, une période où elle se cherche. Elle écrit des articles de critique musicale, elle a un vrai talent littéraire, une vraie plume. Elle sort avec un écrivain voyageur, Mac Chardourne. Mais elle rencontre un autre écrivain, un dramaturge alors très connu, une sorte de Sacha Guitry encore plus exubérant, un homme tout à fait passionnant, Henri Bernstein, dont Alain Resnais reprendra dans un film une de ses pièces mélo. Simplement, Henri Bernstein est d'une famille juive, il va connaître, de par le public, des réactions antisémites, parfois lors de représentations de ses pièces de théâtre, et Ève Curie n'oubliera jamais.
cet aspect. C'est donc entre Henri Bernstein et Ève Curie une histoire d'amour qui lui donnera l'occasion de traduire et de participer à la mise en scène d'une pièce de théâtre américaine qu'ils appellent en français Wall Street. Ève Curie a traduit de l'anglais au français 145 Wall Street, tiré de la pièce américaine de George Brooks et de Walter Lister. Il s'agit d'une œuvre satirique contre la finance américaine, écrite avant le crash boursier de Wall Street en 1929, mais jouée à Paris après le crash de Wall Street et alors que le chômage est très élevé. Je peux vous assurer que le thème de cette pièce est encore aujourd'hui d'une extraordinaire actualité. Les critiques à l'égard de la mise en scène, de la traduction de cette pièce, sont très bonnes et l'on rend hommage au travail d'Ève Curie. Je vous lis quelques phrases des critiques. L'adaptation de Mademoiselle Curie a paru excellente, dans le fond comme dans la forme. La pièce comprend une satire très vigoureuse de la guerre et par conséquent du monde économique moderne, sans que jamais cette satire tourne au sermon politique et que nous cessions de nous amuser. De son côté, Irène, devenue Irène Joliot-Curie, mariée donc à Frédéric Joliot, mère de 2 enfants, Hélène et Pierre, elle poursuit avec Frédéric Joliot-Curie leurs recherches. Alors qu'Irène et Frédéric Joliot-Curie vivent les années les plus denses de leur recherche sur la radioactivité, la santé de Marie Curie, déjà opérée plusieurs fois de la cataracte, nécessite une attention de plus en plus soutenue. Ève, la célibataire, la personne qui aussi est dans tous les dîners mondains, qui est en photo, qui reçoit des reportages, qui est photographiée par les grands couturiers, Ève n'oublie pas sa mère et va accomplir son devoir auprès d'elle, avec son affection, sans savoir où celui-ci la porterait. Justement, en ce début d'année 1934, Marie Curie est heureuse. Irène et Frédéric lui annoncent que dans le cadre de leurs études, ceux-ci ont découvert la radioactivité artificielle. Marie en est si heureuse qu'elle annonce à la cadette la découverte dans une lettre le 15 janvier 1934. Elle est pleine d'espoir pour eux. Mais au printemps 1934, Marie se sent de plus en plus faible et elle accepte enfin d'effectuer un séjour en clinique. Il faut qu'elle se rende au plus vite dans un sanatorium dans les Alpes. Et là, Marie Curie inquiète ses proches parce qu'elle accepte sans broncher de quitter Paris et donc de quitter son laboratoire. Elle pense, ou plutôt elle espère, que le bon air lui redonnera la santé. Ève Curie accompagne sa mère, demeure auprès d'elle pendant plusieurs semaines. C'est en réalité le début d'une mort douce, et d'une mort douce, comme l'on dit, mais qui va être douloureuse. Le 4 juillet 1934, Ève clôt les yeux de sa mère. Si Marie Curie n'aura pas connu la joie de voir Irène et Frédéric Joliot-Curie être couronnés à leur tour quelques mois plus tard par le prix Nobel de chimie, elle l'avait néanmoins pressenti et écrit à sa fille Ève. Mais ce que ne sait pas encore Ève Curie, c'est que par-delà le chagrin, la disparition de sa mère va bouleverser sa vie. Un éditeur américain la contacte et lui demande d'écrire la première biographie sur Marie Curie. Ève hésite. L'éditeur insiste et lui procure un traducteur en anglais qui va traduire aussitôt les pages qu'elle écrit en français. C'est une course contre la montre pour que cet ouvrage soit la première biographie sur Marie Curie. Ève se rend en Pologne sur les traces de sa mère et de son histoire familiale. Le livre sort enfin. Il sort d'abord aux États-Unis en 1937 et devient très vite un best-seller. Le livre est même couronné d'un prix littéraire américain prestigieux
the National Book Award for Non-Fiction. L'ouvrage paraît dans de nombreux pays et en France en 1938. Nouveau succès, cette fois, sa notoriété est mondiale. Mais par-delà ce succès de 1938 et de 1937 et de 1938, il va y avoir une trentaine, plus 35 traductions de sa biographie. Ce qui veut dire que F. Curie va prendre une dimension internationale, mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, et ce sera important pour la suite de sa vie. En même temps, en parallèle de ce succès, en 1938, une nouvelle assombrit ce succès. La Fondation Curie, qui soigne 1000 patients chaque année, connaît des difficultés financières et doit restreindre son activité bienfaisante. Les legs des généreux donateurs, car il y a des généreux donateurs, ne suffisent plus pour sauver de nombreuses vies humaines. Ève et Irène lancent un appel. Ève, dont la notoriété est renforcée par la publication de sa biographie, déclare dans la presse, elle déclare, j'ouvre les guillemets, « Je pense à l'angoisse de ma mère si son hôpital disparaissait. » Finalement, la situation, les autorités françaises prennent conscience de ce danger et la situation va être arrangée. Ève Curie n'est plus avec Henri Bernstein, elle est à présent avec le troisième écrivain qu'elle rencontre, car il faut vous dire qu'elle est une des femmes les plus belles de Paris, les plus élégantes, et qu'elle a autour d'elle des soupirants. Et celui-là est un homme plus jeune, fils de Maurice Barrès. Il s'agit de l'écrivain Philippe Barrès, qui est également journaliste, et qui avait passé 1 an à Berlin avant-guerre, et dont l'expérience va conforter Ève dans son engagement pour la liberté. Je veux dire par là que Philippe Barrès a vécu une expérience tout à fait extraordinaire. C'est que quand il est journaliste à Berlin, il va rencontrer Hitler, rencontrer l'entourage de Hitler pour des raisons d'interview, et que l'entourage d'Hitler va lui parler d'un officier français extrêmement brillant qui a des nouvelles conceptions de la guerre, de la stratégie militaire. Et cet officier français, Philippe Barrès, demande son nom. Et on lui répond, un certain Charles de Gaulle. Eh bien, à l'époque, Charles de Gaulle était moins connu en France qu'il n'était connu auprès de Hitler et auprès des autorités allemandes. Ce qui fait que, en réalité, Hitler s'est aussi inspiré, nous le savons, des écrits d'un certain Charles de Gaulle, tout simplement pour constituer une armée moderne et très mobile. Je ne prétends pas que Hitler ne s'est inspiré que de Charles de Gaulle. Je tiens à être précise là-dessus. Mais néanmoins, c'est très clair dans les écrits de Philippe Barrès, qui plus tard va rendre hommage à Charles de Gaulle et va écrire une biographie de lui. C'est extrêmement clair, ce point-là est très clair, et il est important de le dire parce que, bien sûr, cela va déterminer la suite des événements qui s'approchent. Et d'ailleurs, Philippe Barrès va écrire « L'Allemagne se réarme, la France dort ». En 1939, la crainte de la guerre, le Quai d'Orsay engage F. Curie, qui travaille alors avec Jean Giraudoux, alors commissaire à l'information. Pour cela, son charisme, sa réputation, n'oubliez pas que sa biographie est traduite dans le monde entier, elle entreprend une série de conférences aux États-Unis, où elle remporte un grand succès. Ce n'est pas la première fois qu'elle effectue des conférences aux États-Unis. Je ne pourrais pas vous raconter toutes les tournées de conférences d'F. Curie à travers l'Amérique, parce que nous pourrions y passer l'après-midi. Mais c'est pour vous expliquer qu'elle a une connaissance, une maîtrise des États-Unis, du public américain, des publics différents, et donc elle est déjà une personnalité très réputée. Elle effectue donc une tournée, elle est reçue à la Maison-Blanche parce que F. Curie est une des personnalités françaises
qui, à travers 200 ans d'histoire, est probablement l'une des personnalités françaises, si ce n'est la personnalité française, qui a le plus séjourné, logé à la Maison-Blanche. Car là, en 1939, eh bien, elle loge à la Maison-Blanche, tout simplement, quand elle est à Washington. 1940 arrive, et le 18 juin 40, elle part à bord d'un bateau depuis Bordeaux pour l'Angleterre. Elle n'a pas entendu sur le bateau l'appel du 18 juin. C'est un jeune marin qui leur dira le 19 juin qu'il y a eu un appel d'un certain général de Gaulle. Mais elle va arriver en Angleterre le 21 juin et le 23 juin, elle est à Londres pour s'engager dans la France libre jusqu'à la libération. Et c'est le 23 juin, dans le hall d'un hôtel, et quand tout le monde s'immobilise debout, qu'elle va entendre pour la première fois l'appel qui avait déjà été annoncé, prononcé le 18 juin. Elle est donc engagée dès juin 40 auprès du général de Gaulle, qui lui rendra hommage à plusieurs reprises. Ève Curie a un rôle tout à fait réel dans la reconquête de la France au sein des forces françaises libres. Son objectif, son soutien, par son nom, écrire, parler, se faire entendre, être coûte que coûte dans l'action. D'abord, le général de Gaulle qui la remercie de s'engager si vite. Vous savez qu'au début des années, enfin vous le savez très bien, qu'en juin 40, il n'y a pas eu beaucoup de personnalités qui se soient engagées. C'est venu après. Donc c'était vraiment le nom de Curie, sa réputation, la réputation de sa mère, de sa sœur, de son beau-frère. Tout cela était très important pour le général de Gaulle et il a su le lui dire et le lui témoigner sa reconnaissance. Donc, il lui donne l'occasion d'intervenir à la BBC parce qu'elle a une très belle plume, elle a le sens du reportage, elle va sur le terrain, elle interviewe et tous les mercredis soirs à 20h30, elle prononce un discours et elle appelle à résister contre l'envahisseur allemand. Mais de Gaulle, nous le savons maintenant, puisque c'est maintenant une page d'histoire, mais Charles de Gaulle a un sens de la stratégie. Et il comprend que simplement avoir Ève Curie à la radio, à la BBC, c'est déjà extrêmement positif, mais qu'elle peut être plus utile encore de par une présence physique, de par son rayonnement aux États-Unis. Il décide donc, parce qu'elle fait partie de la politique de rayonnement de la France libre, qui en a bien besoin, ne l'oublions pas, il y a beaucoup de pétainistes, de Français qui sont aux États-Unis et qui sont pétainistes. Et donc, ne l'oublions pas, on n'est pas encore à la mode de la France libre. C'est un moment difficile. De Gaulle est très attaqué. Et donc, il l'envoie aux États-Unis, où sa notoriété est précieuse pour défendre la cause de la France libre. D'autant plus précieuse que vous avez d'un côté des Français pétainistes, de l'autre, vous avez l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, le diplomate Alexis Léger, dont nous nous souvenons qu'il est par la suite devenu St. John Perse, prix Nobel de littérature après-guerre. Mais Alexis Léger est parti rejoindre les États-Unis et Roosevelt avec des malles entières de documents de diplomatie française. Il est parti aussi avec une expérience tout à fait remarquable. Il était à Munich, lorsqu'il y a eu le fameux Munich. Mais c'est donc un homme qui compte pour la diplomatie américaine et pour Franklin Roosevelt. Et Alexis Léger va dépenser beaucoup d'énergie pour attaquer, critiquer De Gaulle et la France libre auprès des autorités américaines. Et face à Alexis Léger, Ève Curie va essayer de donner une autre image de la France libre. Et croyez-moi, cela n'a pas été facile. Et cela a été fort difficile. En même temps, Franklin Roosevelt ne veut pas engager son peuple dans une autre guerre mondiale. Ne l'oublions pas,
il y a tant de soldats américains qui sont morts sur le champ de bataille européen lors de la Grande Guerre. Il a promis dans ses discours de ne pas s'engager dans une nouvelle guerre qui serait forcément meurtrière. Alors, F. Curie, comme le lui a demandé De Gaulle, et comme elle sait si bien le faire, eh bien, elle sillonne les États-Unis, elle fait des conférences de par le pays, dans les contrées les plus reculées. Elle donne des conférences sur les Françaises et sur la guerre, sur le refus du peuple français de se plier. Et là, en avril, elle est si connue que le magazine Time, l'hebdomadaire Time que nous connaissons tous, lui consacre une couverture en février 40. C'est une des rares personnalités françaises qui ait jamais fait la couverture de Time. Alors pourquoi est-ce que je ne vous présente pas la couverture de Time Magazine qui est superbe, et pourquoi est-ce que je vous incite à la regarder sur Internet, à taper F. Curie, Time, je vous y encourage. Très simplement parce que le magazine Time demande de tels droits que nous n'avons pas pu la reproduire. C'est la seule raison pour laquelle la photo n'est pas ni dans le livre, ni aujourd'hui, qui ne vous est pas présentée, mais elle est gratuite sur Internet si vous cliquez. Mais je vous le recommande parce que cela vous dira quand même, cela vous confortera dans la notoriété d'F. Curie. Et les attaques continuent. Les attaques continuent parce que l'ambiance entre New York, Washington, avec ceux qui sont favorables à Pétain et ceux qui sont pour la France libre, sont très difficiles. Il y a des campagnes de dénigrement que je vous passe parce que nous n'avons pas suffisamment le temps, mais c'est pour vous dire que c'est une période difficile. Période qui va donner l'occasion à Vichy de décider que F. Curie sera déchue de la nationalité française. Elle va apprendre qu'elle est déchue de la nationalité française par un télégramme, alors qu'elle loge à la Maison-Blanche, et qu'elle va donc sortir le télégramme et se diriger vers Franklin Roosevelt, à qui elle montre le télégramme qui lui annonce qu'elle est déchue. Et Franklin Roosevelt va regarder et, en vrai politique, ne va pas prononcer un mot de commentaire. Il va simplement replier le télégramme, le rendre à F. Curie. Néanmoins, F. Curie, qui était tellement attaquée par un certain nombre de Français de New York, eh bien, ces Français de New York vont commencer à se calmer un peu parce qu'elle est reçue par Franklin et Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt elle-même, qui ne manque pas de la mentionner dans ses articles, dans ses conférences, dans ses interviews, en disant combien elle est fière d'elle. Alors donc, elle est déchue de la nationalité française, et en octobre 1941, il faut continuer quand même dans le même style, elle est radiée de la Légion d'honneur en octobre 1941 par le même décret que le général de Gaulle et que René Cassin. René Cassin, qu'elle va bien connaître, et avec lequel elle aura les meilleures relations. Mais parce qu'elle est déchue de la nationalité française, les biens de son appartement de la rue des Vignes seront mis en vente. C'est vraiment la guerre, et nous sommes enfin, bientôt maintenant, fin 1941. Alors, vous avez compris, F. Curie a le talent d'écrire, de parler, de faire une promotion, mais c'est aussi une femme d'action. Cela ne lui suffit pas. Et donc, fin 1941, elle accepte une proposition d'un certain nombre de journaux américains qui lui proposent, de la presse américaine, mais qui sont des regroupements de presse américaine, qui lui proposent de se rendre sur le champ de bataille pour réaliser des reportages comme reporter de guerre, c'est-à-dire grand reporter. Et là, elle va partir le 10 novembre 1941. Elle va sillonner, à partir du 10 novembre 1941 jusqu'au printemps 1942, elle va sillonner l'Afrique, le Proche-Orient, la Russie, l'Inde, la Birmanie, la Chine, tous des régions en guerre. Attention, nous ne parlons pas d'une promenade et d'une visite. Ce qui est extraordinaire pour elle,
c'est que partout où elle va se rendre, et il faut aussi leur rendre hommage aujourd'hui, elle va croiser des Polonais. Elle va croiser des volontaires polonais qui se sont engagés, et elle raconte dans ses articles comment certains, les autorités britanniques lui disent avec humour, avec le sens de l'humour anglais, « Mademoiselle Curie, dites-nous, comment peut-on empêcher un Polonais de travailler 2 à 3 fois plus que les autres ?» Et c'est vrai que ces Polonais ont pour la plupart lu, bien sûr, la biographie sur sa mère. Il y a donc un échange très émouvant qui se passe sur les champs de bataille, parfois dans les endroits les plus reculés et les plus imprévus. Et puis, il y a une autre chose. Elle se trouve en décembre 1941. Vous savez, c'est une période très difficile pendant la guerre. Et elle se trouve avec l'offensive britannique en Égypte et en Libye, dans les moments les plus difficiles. Eh bien, c'est au Caire qu'elle se trouve en décembre 1941 et qu'elle va apprendre le bombardement de Pearl Harbor. Et là, elle reprend espoir. D'ailleurs, elle n'a jamais perdu espoir. Elle a toujours dit qu'elle gagnerait. Mais là, elle sait, parce qu'elle a un sens géopolitique appuyé, elle sait que cette fois-ci, la victoire est en marche et que les États-Unis devront entrer en guerre. Ils ne peuvent plus rester dans la position dans laquelle ils se trouvaient. Alors, je ne peux pas vous raconter tout le périple, tant il est passionnant, mais elle en a fait un livre que je vous recommande, que l'on peut trouver encore, qui s'appelle « Voyage parmi les guerriers » et qui fait plus de 800 pages, qui est absolument passionnant, qui se lit comme un roman policier, qui est extrêmement bien écrit. Il est d'abord, ne l'oublions pas, F. Curie l'a écrit intégralement en anglais, car ses reportages sont en anglais. Elle tape la nuit ses reportages après avoir passé la journée sur les champs de bataille. C'est donc un rythme absolument haletant. Je voudrais simplement vous raconter 2-3 petites choses, c'est-à-dire vous dire qu'en Inde, elle va loger chez un homme qui n'a pas encore Premier ministre, c'est chez Nehru. Il n'est qu'un opposant prestigieux, il sort de prison, et je vous rassure, bientôt, après le départ d'F. Curie, il va repartir en prison. Et ensuite, donc, il va repartir en prison, mais elle va avoir un dialogue tout à fait magnifique qu'elle raconte donc dans ses reportages. Et surtout, elle va préparer avec lui, c'est le hasard du calendrier, le mariage de la fille de Nehru, qui est Indira Gandhi, et qui, elle aussi, est la future première ministre. Et pendant son séjour en Inde, outre le vice-roi des Indes, bien sûr, mais il y a une personnalité qu'elle a envie de rencontrer, c'est, vous vous en doutez, c'est Gandhi. Gandhi l'invite à une promenade à pied le matin, puisqu'il aime bien se promener très tôt le matin quand il ne fait pas trop chaud. Et là, il lui déclare « Vous gagnerez par le pacifisme, ne vous battez pas ». Ève proteste « Non, le vrai sens de la vie, c'est résister, c'est se battre pour la liberté ». L'exemple de sa mère, qui a tant souffert enfant et jeune fille de l'occupation impériale russe en Pologne, de sa mère et de sa sœur pendant la Grande Guerre, demeure ancrée en elle. Elle va donc, bien évidemment, protester auprès de Gandhi et rapporter ce dialogue passionnant que je vous recommande entre Gandhi et F. Curie. Mais elle va vivre également un autre événement qu'elle rapporte de manière passionnante, qui est le fait que toutes les discussions qu'elle a de par les pays, elles sont montées chez les peuples, alors encore sous domination, sous colonisation occidentale, ne l'oublions pas. Eh bien, elle va sentir de la part de ces peuples la soif de parvenir à leur indépendance. En réalité, ce qui ressort également des reportages d'Ève Curie, c'est qu'en plein conflit mondial, la décolonisation est en marche. Alors, c'est dans ce contexte qu'elle part en Chine, parfois portée dans des aventures, si vous avez vu
Shanghai Express avec Marlène Dietrich, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle part parfois portée par des coulis chinois, parfois, pour ses rencontres les plus importantes, on lui bande les yeux alors qu'elle s'en amuse, parce qu'elle dit que, bien évidemment, les services secrets chinois savent parfaitement où elle va. Elle va rencontrer la veuve de Sun Yat-sen, la sœur de la veuve de Sun Yat-sen, qui est épouse de Chiang Kai-shek, et surtout, elle va rencontrer un jeune général qui a causé plein de soucis, qui a été étudiant en France et qui a causé plein de soucis par des grèves, par des manifestations, par des infiltrations. Un jeune général dont on ne connaît pas encore le nom de par le monde, il s'agit, vous l'avez deviné, de Zhou Enlai, le futur ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Il a fait ses études, il a fait une partie de ses études, Zhou Enlai a fait une partie de ses études en France. Il s'est rendu aussi en Angleterre et en Allemagne parce que Zhou Enlai, pour faire la révolution dans son pays, voulait savoir de quel exemple il allait s'inspirer pour les ouvriers à son retour et pour les paysans à son retour dans son pays. Il a donc un point de vue, une capacité de comparaison tout à fait exceptionnelle, ne l'oublions pas. C'est un homme qui parle anglais, qui parle français et qui est d'une très grande finesse diplomatique, comme il va le prouver plus tard. Zhou Enlai, quand il était jeune étudiant à Paris, était accompagné d'un autre étudiant, plus petit que lui, qui renéotait les tracts. Et d'ailleurs, on l'appelait Monsieur Tract. Ce petit Chinois qui s'appelait Monsieur Tract et que l'on taquinait, eh bien, il est tout simplement devenu plus tard Deng Xiaoping. C'est donc une équipe formidable de Chinois tout à fait exceptionnels qui ont marqué le XXe siècle et leur pays, face auquel se trouve Ève Curie. Et dans la nuit, car ils vont passer une nuit avec Zhou Enlai, la veuve de Sun Yat-sen, ils vont discuter jusqu'à l'aube de toute la situation internationale. Et là, Zhou Enlai, avec son intelligence clairvoyante, va lui dire « De toute façon, l'Allemagne va perdre. L'Allemagne va perdre, c'est un rouleau compresseur maintenant, l'Allemagne va perdre. Mais vous n'allez pas gagner, parce que nous voulons notre indépendance. » Et il ajoute « Un jour, bientôt, vous aurez besoin de nous. » Je vous recommande également cet entretien entre Zhou Enlai et Ève Curie que j'ai essayé de raconter dans mon livre. Alors, elle rentre. Il est temps maintenant de rentrer, de retourner aux États-Unis. On est au printemps 1942. Et là, c'est une tournée triomphale. Ces articles l'ont rendue encore plus connue. Eleanor Roosevelt ne cesse de dire combien elle est fière d'elle. Et de nouveau, Ève Curie est accueillie à la Maison-Blanche. Eleanor Roosevelt lui organise des conférences où elle défend la cause de la France libre devant plusieurs milliers de personnes. Le 15 juin 1942, devant 4000 personnes et Eleanor Roosevelt, elle raconte ses aventures sur le champ de bataille. Et voilà comment elle qualifie la France, j'ouvre les guillemets. La France est un vaisseau d'une valeur inestimable, devenu une épave par négligence ou sabotage. La France n'est pas devenue un petit paquebot, elle demeure un grand bateau, précieux, mais qui gît sur le flanc. Eleanor Roosevelt écrira 2 jours plus tard dans la presse combien Ève Curie a démontré, je la cite, un sens de l'observation et de l'analyse de situations, ainsi que de personnes qui ne peuvent être possibles que grâce au calme et au sang-froid d'Ève Curie pendant ces moments de danger. En tant que femme, je suis toujours fière lorsque des femmes s'acquittent si bien de la mission qu'on a voulu leur conférer. Mais voyager, défendre la cause de la liberté à travers le continent américain, ville après ville, ne lui suffit pas. À présent, elle veut se battre à son tour, sur le champ de bataille. Elle écrit à De Gaulle qu'elle veut être un simple soldat. Très bien, elle part pour Londres, suit l'école des officiers de liaison, dont l'un des enseignants est
sur le plan juridique, celui qui lui enseigne sur les questions juridiques, est le futur prix Nobel de la paix, René Cassin. Ève Curie va sortir de cette formation major de sa promotion. Et Philippe de Gaulle, le fils de Charles de Gaulle, lui rendra hommage dans ses mémoires. À présent, elle est place à une autre action, sous commandement militaire et en uniforme. Elle passe donc 3 mois dans un camp d'entraînement en Grande-Bretagne où elle remplace des soldats pour conduire des camions, effectuer des opérations et de radio et de téléphone. Et c'est un souvenir, c'est une action dont vous verrez plus tard encore, elle va se souvenir. Alors, elle déclare, évidemment, c'est une formidable opportunité pour De Gaulle, le fait qu'il y a eu tous ces reportages, sa biographie, son action, son engagement dans la force libre. Et donc, le général de Gaulle accepte qu'elle soit interviewée par les médias américains. Et elle est interviewée par le New York Times Magazine en novembre 1943. Et voilà ce qu'elle déclare. « Nous devons être prêtes à aider les armées qui vont libérer la France. Le meilleur moyen est en temps de guerre de se trouver en uniforme, sous commandement militaire. Nous devons être les interprètes entre le peuple français et les forces alliées. » Le chef de la France libre lui rend hommage et lui écrit ces mots suivants. « Que la route est dense. Puisque vous avez voulu prendre l'uniforme pour servir d'une manière nouvelle, j'espère que je pourrai vous rencontrer prochainement. » Mais une déception attend Ève Curie. Lorsque Delattre de Tassigny vient demander au général de lui accorder son meilleur agent de liaison, De Gaulle lui désigne Ève Curie. Cela signifie, et elle en est déçue, qu'elle ne participera pas au débarquement en Normandie. C'est Alger. Et puis, ce sera la campagne d'Italie où elle sera blessée, puis le débarquement de Provence, où elle est officier de liaison à l'état-major du général Diego Brosset. Elle n'est pas toute seule, il y a plusieurs témoignages sur son action auprès du général Brosset et pour le débarquement de Provence et la libération de la France par le Sud. Il y a d'abord le témoignage d'un acteur de cinéma dont certains d'entre vous peut-être se souviennent. Il s'agit du jeune premier Jean-Pierre Aumont, qui était un acteur français très populaire à Hollywood. Jean-Pierre Aumont est au fait de sa gloire à Hollywood quand brusquement il décide de tout lâcher à Hollywood et de rejoindre la France libre parce qu'il estime qu'il ne peut pas passer son temps à être filmé pendant que son pays est sous occupation. Très bien, Jean-Pierre Aumont quitte Hollywood et lui aussi, il rejoint l'état-major du général Brosset. Et Jean-Pierre Aumont, dans ses mémoires, rend hommage à plusieurs reprises à Ève Curie pour son calme, son intelligence et sa compétence. Et la dernière page des mémoires de Jean-Pierre Aumont est pour moitié consacrée à l'image que représente et l'honneur que représente Ève Curie. Alors, justement, c'est là qui est extraordinaire, le général Brosset lui témoigne de la plus belle manière sa confiance. Comme vous le savez, la campagne, la remontée de Provence vers le nord a été beaucoup plus rapide que prévu. Ils ont eu des semaines d'avance. Le 12 septembre 1944 est un moment historique pour la libération de la France, un moment historique dans l'histoire d'Ève Curie. Le général Brosset va voir sa tante qui habite juste à côté et qui a eu sa maison quasiment détruite par les Allemands. Et il dit avec élégance à Ève Curie, « Eh bien, vous allez partir sur une Jeep et c'est vous qui allez assurer la jonction de l'armée venant de Normandie avec celle de Provence. » Moment historique que rapporte également le général Delattre de Tassigny dans ses mémoires. Elle assure donc la jonction avec la 2e DB à Châtillon-sur-Seine. Mais bientôt, elle est appelée au ministère de la Guerre. Elle doit quitter son poste. Et là, le général Brosset, qu'elle aimait beaucoup, qui était un homme extrêmement chaleureux, qui savait entraîner ses troupes, le général Brosset écrit une lettre au cabinet du ministre de la Guerre pour lui faire part de sa déception.
Je vous lis le passage de la lettre du général Brosset. Mon cher maçon, le départ du lieutenant Curie est un coup dur pour mon 3e bureau. Je l'avais réorganisé depuis peu et l'y avais mise à titre d'essai. Très vite, l'équipe s'est affirmée de premier ordre. La mutation de mademoiselle Curie vient tout chambarder. Je sais bien qu'elle peut paraître plus utile ailleurs. Pour moi, qui l'apprécie, à l'inverse, je sais combien elle était à sa place, car il n'est pas facile de trouver des officiers à la fois intelligents, calmes, méthodiques et consciencieux. En 1944, elle sera décorée de la Croix de guerre. En marge des combats, elle va enfin reprendre contact avec sa sœur, Irène Joliot-Curie. Elle n'a pas osé lui écrire pour peur de la mettre en danger. Elle va donc lui raconter sa vie de résistance de la première heure en lui racontant tous les voyages. Elle lui raconte sa guerre. Je vous lis très rapidement juste un petit passage. « Je suis contente d'être où je suis et d'être montée en grade en partant de zéro. Je suis officier de liaison au 3e bureau de l'armée, opération à l'état-major. Je ne sais pas quand nos mouvements nous ramèneront vers Paris. Logiquement, nous devrions d'abord aller en Allemagne pour montrer à nos voisins de quoi ont l'air des Français victorieux. Elle souhaite avoir aussi des informations sur ces biens vendus par Vichy. Mais après tout, note-t-elle, cela n'a pas d'importance. Je la cite. L'essentiel, c'est ce qui arrive, dont tant d'entre nous, depuis le 18 juin 1940, n'ont jamais douté d'un instant. Alors, après-guerre, elle fonde avec Philippe Barrès le quotidien Paris-Presse dont elle sera co-directrice, proche des idées du général de Gaulle. Mais la compétition entre journaux après-guerre est féroce. F. Curie et Philippe Barrès démissionnent. Alors, en 1949, elle n'a plus d'emploi. Dans un entretien à un magazine, elle confie son inquiétude devant la montée du communisme. Elle a visité la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle connaît la manière dont Staline dirige l'URSS. Elle est donc inquiète. Elle reprend une tournée aux États-Unis où elle effectue des conférences sur sa mère. Mais surtout, dans un entretien à la presse américaine, elle insiste sur la solidarité nécessaire entre les États-Unis et l'Europe afin de protéger les nations démocratiques. Elle considère que les dirigeants allemands de 1914 et de 1939 auraient hésité à plonger l'Europe dans la guerre s'ils avaient été assurés que les États-Unis seraient entrés dans le conflit. Cela préfigure sa vision géostratégique. Car pour F. Curie, l'alliance avec Washington est une garantie de paix en Europe, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ainsi qu'elle va être proposée et nommée à un poste dont je pense que vous mesurez la qualité exceptionnelle à l'époque pour une femme. Elle va être désignée, de par toutes ses compétences, comme conseillère spéciale du premier secrétaire général de l'OTAN. Et en réalité, alors que Staline est toujours à la tête de l'Union soviétique, et grâce aux archives auxquelles j'ai eu le droit de consulter, et je remercie la famille Langevin Joliot-Curie et également le musée Curie, j'ai pu lire les notes stratégiques d'F. Curie au secrétaire général. Et je peux vous dire, ce serait trop long, donc je résume très très brièvement, qu'elle a véritablement imaginé la stratégie de l'OTAN à ses débuts, face aux États-Unis, face à l'URSS, face à l'Allemagne, avec l'adhésion de l'Allemagne, et comment aussi elle a imaginé toute la stratégie pour que l'OTAN puisse être, le principe même de l'OTAN, puisse même être accepté par une opinion publique qui connaissait déjà beaucoup de souffrances de par la situation économique et la destruction de la France par l'Allemagne nazie. Alors, elle va vivre une expérience extraordinaire entre 1952 et 1954 et véritablement, c'est la raison pour laquelle j'ai consacré un chapitre entier de mon livre qui s'appelle « La femme de l'ombre de l'OTAN » parce que je peux vous assurer qu'il n'y avait aucune femme qui occupait un tel poste stratégique après-guerre, c'est-à-dire sur les affaires
politico-militaire, je peux vous le dire, et d'ailleurs, et je souhaite que véritablement cet aspect exceptionnel d'Ève Curie soit mentionné auprès de vous. Elle a 48 ans en 1952 et elle va rencontrer à un dîner un diplomate américain. Un diplomate américain qui est un homme en charge de l'application du plan Marshall en France. Cet homme, c'est un homme qui va là, avec lequel elle va partager des moments si heureux. Cet homme, c'est Henri Labouisse, et ils vont se marier en fin 1954. Ils vont se marier à New York parce que lui-même est veuf. Il a une fille adolescente américaine, Anne Peretz, qui sera présente au mariage. Ensuite, elle va l'accompagner partout. Ils repartent. Ils vont partir pour Beyrouth parce qu'il est nommé en charge. Il va coordonner le programme des Nations Unies pour les réfugiés. Et par la suite, ils vont vivre au Liban, puis en Grèce, où Henri Labouisse va être nommé ambassadeur des États-Unis. Vous savez que la Grèce est un pays stratégique dans tout ce qui concerne l'OTAN et toutes les négociations. Elle va connaître des moments très heureux en Grèce où ils vont s'occuper d'une ferme pour des jeunes Grecs agriculteurs qui vont avoir une formation. Et elle dira plus tard qu'il s'agit de son prix Nobel à elle, la ferme américaine en Grèce. Mais très vite, Henri Labouisse, qui est connu pour son aspect chaleureux, lui aussi son sens de la diplomatie internationale, va être choisi pour devenir directeur exécutif de l'UNICEF. Alors, comme vous le savez, lorsqu'il y a eu les Nations Unies après-guerre, il est différentes institutions spécialisées des Nations Unies. Il a été de coutume que certaines aillent automatiquement, que la direction de certaines institutions des Nations Unies aille automatiquement à un citoyen américain. Et donc, c'est ainsi que Henri Labouisse, en plus de ses qualités, parce qu'il avait été connu, réputé pour ce qu'il avait fait auprès des réfugiés au Proche et Moyen-Orient et auprès de son travail d'ambassadeur en Grèce, Henri Labouisse se retrouve directeur exécutif de l'UNICEF en pleine guerre froide, à un moment donné où de nombreux pays ne veulent pas communiquer avec d'autres, précisément sur la situation des enfants et de l'éducation. Eh bien, ils vont ensemble accomplir une centaine de missions de par le monde. Sauver les enfants sur le terrain aussi en plein conflit va devenir également une priorité, en particulier lors de la crise du Biafra qui a causé des milliers de morts. Et il se passera quelque chose de tout à fait extraordinaire pour Ève Curie. En 1965, c'est-à-dire que Labouisse Henri Labouisse a pris ses fonctions récemment, le prix Nobel de la paix va être décerné à l'UNICEF. Eh bien, Ève Curie n'avait jamais eu l'occasion d'assister à une reprise de prix Nobel de sa propre famille. C'est un concours de circonstances, ça n'est pas une volonté de sa part. C'était un concours de circonstances. Donc Ève Curie n'a pas été à Stockholm pour la remise des prix Nobel de sa famille. Eh bien donc, la seule cérémonie de prix Nobel à laquelle elle va assister, c'est celle qui est remise à son mari au titre de l'UNICEF. Et elle n'aura pas lieu à Stockholm, comme vous le savez, c'est le prix Nobel de la paix, elle aura lieu à Oslo. C'est un clin d'œil de la vie. Mais elle va continuer, elle va donc sillonner de par le monde, et puis les années passent, et Ève Curie est toujours dans l'action, surtout lorsqu'elle se présente et lui rappelle tant de moments passés. Le 11 septembre 2001, nous nous en souvenons, les Twin Towers, sont victimes d'une attaque terroriste. C'est le fameux 11 septembre. La fille d'Henri Labouisse, Anne Peretz, a plusieurs enfants, dont une fille, Evgenia Peretz, qui est journaliste, elle-même journaliste. Evgenia Peretz habite près des Twin Towers. Elle la considère comme sa petite fille, elle l'a connue enfant. C'est sa belle petite fille, mais c'est comme une petite fille. Et Evgenia Peretz est jeune mariée avec 2 jeunes enfants. Et leur appartement
est remplie de poussière. Il y a la poussière, vous savez, vous vous souvenez des attentats du 11 septembre. Et donc, Ève lui dit, viens avec ton mari et les enfants, viens vite vous réfugier chez moi. Elle habite dans un appartement près des Nations Unies, c'est-à-dire Midtown. Donc, elle arrive et Evgenia Perez se souviendra toute sa vie. Elle se souviendra de ce moment où Ève a ouvert la porte. Car nous sommes en 2001 et elle lui dit, à 96 ans, elle lui dit « Ah, cela me rappelle quand les nazis sont entrés dans Paris. » Et le lendemain, elle dira à sa petite fille, à Evgenia, à 96 ans, elle dit « Maintenant, on y va, on va se porter volontaire pour secourir les sinistrés. » Et vous imaginez quand même les New-Yorkais dans l'état de panique dans lequel et de chaos était la ville. Eh bien, Ève Curie est venue donc proposer ses services. Et malheureusement, ils n'en ont pas voulu. Mais elle était très déçue. Mais elle l'a fait. Elle était toujours dans l'action. Alors, en 2005, quelques mois après avoir célébré ses 100 ans, elle est faite officier de la Légion d'honneur. J'ai envie de dire, c'est un point de vue qui n'engage que moi, il était temps, après tout ce qu'elle avait vécu et accompli. Mais à travers cette vie, Ève Curie aura vécu avec une culpabilité, celle d'avoir vécu beaucoup plus longtemps que sa mère et que sa sœur. Et c'est un moment douloureux pour elle parce qu'elle sait pourquoi elles sont mortes assez jeunes. Et elle aura été, après la disparition de sa mère, administratrice de l'Institut Curie, sur lequel elle veillera, poste qui, si je ne me trompe, Pierre Joliot, sera repris par Pierre Joliot très, très rapidement. Elle décède, elle s'éteint à l'âge de 102 ans, le 22 octobre 2007, à New York, et elle repose au cimetière de Métairie à la Nouvelle-Orléans, auprès de son mari. Son legs, car elle a laissé un legs au musée Curie, a permis la rénovation du musée et une nouvelle muséographie moderne et interactive. Chers amis, permettez-moi de dire, à titre personnel, que ce fut un bonheur de travailler sur sa vie. Je vous remercie. Chers amis, nous avons la chance d'avoir Pierre Joliot, Anne Joliot et Hélène Langevin qui sont dans l'assistance. Ce serait un grand plaisir et un grand honneur pour moi s'ils acceptaient de prendre le micro maintenant et de vous dire quelques mots. Je voudrais tout d'abord vraiment remercier Claudine pour cet extraordinaire travail qu'elle a accompli pendant plus de 3 ans. Et surtout, je dirais que d'avoir mis au service de la description de la vie de Ève sa compétence et son expérience du monde diplomatique. Parce que grâce à elle, nous avons découvert des tonnes de renseignements auxquels moi en tout cas personnellement, je n'avais jamais eu accès. Et réellement, rien que pour ça, Claudine, vous méritez d'être sincèrement et félicitée et remerciée. Claudine, elle, vous a décrit l'histoire avec un grand H. Moi, je suis arrivée par la porte de l'histoire avec un petit H. J'ai connu très spécialement Ève et Harry à partir des années 78 à peu près. Et j'ai eu l'occasion d'aller les voir très régulièrement à New York, partager leur existence. Et j'en ai gardé une profonde, plus qu'une amitié, réellement une admiration et une affection profonde que je crois, pas pour l'admiration, mais parce qu'il y a de l'affection, partagée par Ève. Par contre, je voudrais juste vous dire une chose. C'est que pour moi, Ève était avant tout une séductrice. C'était une personne qui avait une intelligence absolument remarquable, un charme exceptionnel, une beauté inimitable. Mais je peux vous dire, et pourtant j'ai vécu pas mal de temps avec elle, dès qu'il y avait un homme qui entrait dans la pièce, je disparaissais
complètement. C'est tout juste si elle ne me renvoyait pas dans ma chambre. Par exemple, les quelques fois où Pierre m'a rejoint à New York, Pierre devenait la personne intelligente avec qui on pouvait discuter de choses intelligentes, et à ce moment-là, le reste du monde n'existait plus. C'est le seul clin d'œil que je ferai à Ève, qui pour moi reste une personne complètement inoubliable. Merci. Elle a démontré réellement tout ce qu'une femme pouvait faire dans toutes les conditions possibles et imaginables. Et en même temps, je dois dire qu'elle n'a jamais été ce qu'on appelle une féministe. Elle a été une féministe par l'exemple. Et c'est vrai que, en dehors de son action, elle était une femme, une véritable séductrice, et elle adorait séduire, même éventuellement son neveu. C'est très net par rapport à moi qui représentais par certains côtés dans les temps anciens quand même, je ne dirais pas le schisme, mais les différences de point de vue politique entre elle et puis mes parents, pour prendre cet exemple, et comme j'étais de ce côté. Et puis, avec le temps, d'un côté comme de l'autre, les choses se rapprochaient. Et alors, sur le terrain de l'avenir, de l'image qu'on garderait de Marie, de ce qu'elle avait fait, on peut presque dire pour internationaliser cette image qui ne l'aurait jamais été de la même façon si ce livre n'avait pas existé. Elle disait souvent « Ah, moi, je ne suis pas scientifique », avec l'air de se le reprocher. Et notre réponse, en tout cas la mienne, c'était toujours « Écoute, Ève, bon, on a compris, mais tu as fait beaucoup plus de scientifique à toi toute seule, que nous n'en ferons jamais tous les deux. » C'était très, très frappant. Et bien, au fil du temps, nous avions cela qui nous a donné un point particulier commun auquel j'ai été, et je crois, elle aussi, très, très profondément attachée. On avait l'impression d'un livre d'aventure. Je veux dire, c'était presque... Il y a quelque chose de presque irréel dans cette vie et dans la diversité de cette vie. Je crois que vous l'avez parfaitement mis en valeur. Venant de vous, c'est un très grand compliment et je vous en remercie infiniment. Oui, j'ai eu l'impression de vivre plusieurs années d'aventure et je dois vous dire que j'étais encore diplomate quand j'ai été atteinte par l'âge de la retraite, mais j'étais, la plupart du temps où j'ai travaillé ce livre, j'étais encore diplomate. Et puisque vous ne posez pas de questions, je veux simplement vous dire qu'à titre personnel, il y a deux sujets, je ne peux pas en dire plus parce que je suis tenue par le devoir de réserve, mais deux sujets dont je me suis occupée qui étaient liés à des sujets qu'a traité Ève Curie. Donc, si vous voulez, son sens de l'analyse, la qualité de son sens géopolitique et géostratégique, je peux vous assurer, d'un point de vue diplomatique, qu'il est remarquable. Et je me permets de dire simplement ça, je peux en parler, c'est sur l'UNICEF. J'ai eu l'occasion d'être dans la délégation française pendant plusieurs années, parce que j'étais à la direction des Nations Unies au Quai d'Orsay pendant de longues années. Et donc, ça a été extraordinaire pour moi de travailler sur l'action d'Ève Curie et d'Henri Labouisse à l'UNICEF, parce que je sais quelle est la place de la France au banc de l'UNICEF, et que c'est une organisation qui a vraiment pris de l'importance, que nous connaissons, qui nous est familière, mais qui a réellement pris de l'importance au moment de l'action d'Henri Labouisse. C'est très clair dans l'histoire de l'UNICEF. Donc, ça m'a touché profondément de pouvoir retravailler là-dessus et de penser à cela. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958. Est-ce que Ève Curie a de nouveau eu quelques contacts, ou elle était complètement en dehors de la France à ce moment-là? Alors, de ce que j'ai compris, mais je parle sous le regard de la famille, de ce que j'ai compris, Ève Curie était mariée donc à Henri Labouisse depuis 1954, et elle est partie avec lui de par le monde, et elle était la femme d'Henri Labouisse. Je veux dire par là que
à la fois, elle l'accompagnait dans les entretiens avec les chefs d'État, avec les ministres, avec les responsables politiques, mais en même temps, je pense qu'elle ne voulait pas donner d'autres impressions. Sauf Anne, vous voulez peut-être dire quelque chose là-dessus? Elle n'a jamais voulu risquer de porter ombrage à la personnalité de Harry, qui de toute façon avait une personnalité tout à fait suffisante pour résister à ce genre d'attaque. Mais je crois que, j'en voudrais juste pour confirmation que les quelques moments que j'ai passés avec eux, le petit déjeuner se passait de la façon suivante. Ève, Harry et moi, on se retrouvait vers 8h du matin pour le petit déjeuner. Ève arrivait dans un long cafetan, impeccable, toujours maquillée, à 8h du matin, toujours maquillée. Harry arrivait en chemise, en tenue de bureau, en tenue de ville. Moi, j'étais en tenue casual, comme ils disent. Et Ève avait deux choses. Elle avait son agenda sous le bras et le Times, le New York Times, qui avait été distribué devant leur porte à 6h du matin. Et alors là, commençait. Ève ouvrait son agenda et disait à Harry, permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, vous avez ceci, qu'ensuite nous nous retrouvons pour le déjeuner, Anne vient nous rejoindre, que cet après-midi, vous devez rencontrer un tel, et que nous nous retrouvons à la maison en fin d'après-midi pour sortir ce soir. Très bien, dit Harry, consultait son agenda en disant effectivement, j'ai tout noté, c'est parfait. Alors à ce moment-là, Ève dépliait le New York Times. Les articles étaient cochés en bleu ou en rouge, selon leur destination, selon leur importance. Et commençaient les commentaires de Ève par rapport à tous ces articles, politiques, artistiques, relationnels, et tout y passait. Et elle était réellement, elle jouait, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, un conseiller politique. Oui, non, je ne sais pas, conseillère politique. Conseillère spéciale, elle était conseillère spéciale. Exactement, elle était conseillère spéciale de Harry dans ce domaine. Et je dois vous dire que Harry prêtait une oreille extrêmement attentive à tout ce que Ève disait dans ces conditions. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la relation d'Ève avec sa sœur, Irène, comment elle s'entendait et du point de vue politique, est-ce qu'ils s'entendaient beaucoup ou il y avait des problèmes? La position politique de mes parents et la position politique de ma tante étaient assez éloignées, ce qui faisait qu'on peut dire que les relations n'étaient pas mauvaises, mais assez distantes. Et je n'ai vraiment connu Ève qu'après son mariage avec Harry Labouisse. C'est tout à fait intéressant que ça marquait pour moi vraiment la période où j'ai vraiment pu établir un véritable lien avec ma tante et mesurer vraiment la valeur de sa personnalité. Mais c'est vrai que pendant toute une période, nos deux familles sont restées toujours en contact, mais nous étions quand même assez éloignés les uns des autres. Les caractères de notre mère et d'Ève étaient quand même très très différents, puisque bien qu'on y retrouve quand même, quand on parle de calme, des choses comme ça, elles avaient des points communs. Elles avaient des points communs, c'est exactement. Ça n'allait pas partir à s'emballer sur la première chose venue. Mais, puisque je parlais tout à l'heure du problème de l'histoire, du souvenir, parce qu'Ève était vraiment très préoccupée de cette continuité de cette histoire. Eh bien, il faut bien reconnaître que notre mère, avant-guerre, et même après-guerre, dans les discussions qu'elle avait avec Ève, ne serait-ce que par lettre, elle avait le laboratoire, ça n'était pas pour elle la préservation des documents, ça n'était pas disons, la priorité que Ève y mettait. Et à mon avis, à juste titre, heureusement, car c'est effectivement grâce à Ève qu'on a autant d'éléments qui restent aujourd'hui. Ma mère et Ève étaient deux personnalités
totalement opposés dans leur comportement, dans leur vie. Et pourtant, peu après le prix Nobel, Ève a écrit probablement le plus beau texte qui a été écrit sur ma mère, qui est un article absolument, je crois que personne n'a aussi bien décrit ma mère que sa sœur, alors que c'était deux personnalités qui quand même étaient assez éloignées sur le plan de leur vie et de leur comportement. Et je crois que c'est un élément très intéressant, parce que pour moi, je crois qu'aucun texte aussi véridique n'a jamais été écrit sur ma mère. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, Madame, il y a plusieurs passages dans le livre où il y a justement ces questions entre Irène et Ève. Et je dois dire que le passage du texte, Ève avait une plume superbe, elle avait un style magnifique, fin, drôle, ayant toujours de l'humour. Pour ceux et celles qui liront le livre, et pour ceux qui aiment les chats, vous verrez également une lettre qu'elle écrit à son chat. Non, mais je passe à quelque chose de plus ludique, 10 secondes. Hein. Mais quand même, elle écrit à l'âge de 20 ans une lettre à son chat qu'elle adresse à Marie Curie, qui, pour moi, j'ai une grande tristesse dans ma vie, c'est de ne pas l'avoir écrite. Parce que, véritablement, elle est merveilleuse. Et dans l'article que mentionne Pierre Joliot, j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'humour. Il y a toujours de l'humour et une finesse, une extraordinaire finesse. Voilà. J'ajouterais simplement que si notre mère n'a jamais été écrivain, pas du tout, effectivement, dans ses propres lettres, bon, il y a une aisance et il y a parfois un humour qui se rapproche, qui n'a pas du tout celle qui est brillante et très convaincante d'Ève, mais on y trouve cela quand on lit certaines lettres. Si on discutait de l'Europe ou si on discutait des États-Unis et de la France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le sens, les États-Unis et la France, ça doit aller ensemble. Quant à l'Europe, avec toutes les langues qu'il y a là-dedans, elle n'y croyait pas une demi-seconde. Et absolument, elle ne croyait pas une seconde, effectivement, à l'Europe. Et pour aller dans le sens de ce que dit Hélène Langevin, ce qui m'a frappé à travers ses recherches, c'est combien Ève Curie est marquée par l'histoire de la Pologne et de sa mère en Pologne. Il ne faut jamais oublier qu'il y a en arrière-plan l'histoire de la Pologne et toutes les occupations dont la Pologne a été victime. Ça, c'est très important. Et un soldat polonais qui était lié avec Charles de Gaulle m'a raconté, qui n'est plus là, il m'a raconté qu'au moment quand Schleswig-Holstein a attaqué la Pologne à Westerplatte, Ève, elle a souhaité tourner un film à côté d'un drapeau polonais où elle relate l'histoire de Pologne. Est-ce que c'est légendaire ou c'est vrai? Vous avez vu ce film? J'ai vu pas mal de petits bouts de films et je pense que c'est à ça que vous référez, qui sont des interventions que Ève a faites. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Je crois depuis l'Amérique pour parler de la Pologne. L'histoire du film fait à côté du drapeau, ça, j'en ai pas souvenir. Mais ceci dit, j'ai vu plusieurs films qui relatent exactement ce dont vous parlez. Le livre qui s'appelle Voyage au pays des guerriers, est-ce que vous avez su pourquoi il est tellement peu connu et ce que Ève pouvait souhaiter en faire une part? Je ne me suis peut-être pas suffisamment exprimée dessus, mais la vie de Ève Curie est si dense que je ne me suis pas attardée là-dessus. Et il a d'abord, et je parle sous le contrôle en particulier de Anne Joliot, il est d'abord paru aux États-Unis, il est d'abord paru en anglais. Et il a remporté un très grand succès, puisqu'il a été 2e sur la liste des best-sellers du New York Times, n'est-ce pas Anne, pendant 1 an.
et qu'il a surtout été nominé pour être prix Pulitzer. C'est-à-dire qu'il a été dans le dernier round. Ils se sont retrouvés avec 2 livres, et c'est celui d'un autre reporter de guerre qui a remporté le prix Pulitzer, mais elle a failli remporter le prix Pulitzer. Alors, vous savez, les livres, après la guerre, les gens veulent tourner la page. Alors, je pense, enfin, je parle sous votre contrôle, les gens veulent tourner la page. Je pense qu'au contraire, maintenant, c'est un livre qui pourrait revenir. Très brièvement, l'histoire de ce livre. Ève avait été envoyée par 2 syndicats de journaux, un américain et un britannique, faire un voyage qui l'a emmené jusqu'en Chine et retour, à condition, le contrat étant que très régulièrement, elle envoyait un compte-rendu de ce qu'elle avait vu, rencontré, des gens avec qui elle avait parlé, aux 2 journaux en question. Et elle était très fière de ça, parce que ces comptes-rendus commençaient tous par « Ève Curie says ». Ça veut dire « Ève Curie nous dit ». Et elle me dit, tu comprends ça dans le monde, il faut comprendre ce que ça veut dire dans le monde journalistique. Ça veut dire que c'est moi qui écrit ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai compris. Et ça, pour Ève, ça comptait énormément. Au retour de ce périple en 1942, elle a rassemblé tous ces comptes rendus et on a fait ce voyage, ce livre, Voyage parmi les guerriers, qui, plus tard, après, a été traduit en français aux éditions Flammarion. Et donc, j'ai parlé de cette traduction française avec Ève, et Ève m'a dit, ne me parle plus jamais de cette traduction en français, je n'en suis absolument pas responsable, elle est extraordinairement mauvaise, et l'histoire en est restée là. Mais elle existe toujours. Si je peux me permettre, j'ai lu les 2, en anglais et en français, et je trouve la traduction française très bonne, passionnante, vivante. Donc je vous le dis tout de suite, si vous voulez un roman haletant pour l'été, et vraiment n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de vous fatiguer à le lire en anglais, vous le prenez en français, ça ira très bien. Je passe la parole à... Je ne trouve pas cette traduction tellement mauvaise. Je trouve le livre tellement passionnant que je ne me suis pas trop préoccupé de savoir si la traduction était bonne ou mauvaise. Et je crois aussi que sa vision du monde pendant la guerre, elle n'était pas la même que sa vision du monde après la guerre. Préparation de la Troisième Guerre mondiale. C'est quand même ça qu'il y avait dans le fossé, le nez devant dans lequel tout le monde pouvait tomber. On tire le trait sur la Deuxième Guerre, dans laquelle il y a des alliés qui sont là, qui ne sont pas les mêmes, etc. Et on est dans une situation de guerre froide qui peut devenir chaude. Et ça n'est pas la même manière de voir le monde. Et je pense qu'elle voulait tourner. Elle était dans le futur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vais vous remercier infiniment d'être venus. Et puis je remercie beaucoup Anne Joliot, Pierre Joliot, Hélène Langevin Joliot, vraiment, qui m'ont apporté. Merci beaucoup. Merci à tous.